Bonjour à tous, bienvenue dans Talk Show pour parler de santé mentale. Pierre Desproges disait « Si tu parles à Dieu, tu es croyant. S'il te répond, tu es schizophrène ». Notre invité du jour n'est pas schizophrène, mais il a co-réalisé un documentaire, Les Voix de la Chênaie, qui met un coup de projecteur sur les personnes qui sont atteintes de ce trouble psychique. C'est Cyril Vauzel. Bonjour. Bonjour. Alors, tu es journaliste, réalisateur, et comme je le disais, donc tu as co-réalisé Les Voix de la Chênaie. Alors, tu aurais dû venir d'ailleurs avec l'autre co-réalisateur de ce film, Alex Venel, mais il a eu un petit imprévu, il aurait dû être en visio, mais ça s'est pas fait. Mais on pense à lui quand même. Ah, je pense à lui. Depuis que j'ai fait ce documentaire, on est devenus inséparables. Et on va donc parler de ce documentaire. Les Voix de la Chênaie est diffusé en ce moment même sur bdmt.tv, donc on va en parler ensemble, on va le découvrir, on va le décortiquer. Nos chroniqueurs viendront également nous rejoindre. Stéphane nous parlera du lien entre 7e art et psychiatrie. Eric nous tracera le portrait de deux artistes qui ont été atteints par la maladie psychique, et un peu de légèreté avec Annabelle qui nous parlera d'oxygénothérapie. Je prends bien le temps de le dire parce que c'est un mot assez compliqué à dire. Merci en tous les cas Cyril d'être là. On va découvrir la Chênaie, Les Voix de la Chênaie, ce documentaire, mais avant tout on va parler de toi et de ton acolyte, donc Alex Venel. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés tous les deux ? Alors Alex et moi, on s'est rencontrés il y a une dizaine d'années dans une société de production. Il était stagiaire, moi j'étais jeune journaliste et en fait on s'est liés d'amitié. On était dans des bureaux l'un à côté de l'autre et on est très vite devenus inséparables. On rigolait, on faisait tout sauf travailler. Voilà, c'est une amitié qui est née autour du journalisme. Et pour justement faire la transition avec le documentaire, un jour où on a pris un peu de temps ensemble et on s'est dit ok, on a vraiment envie de faire un sujet qui nous plaît, à quoi tu penses? Et puis donc on a brainstormé un petit peu et on a réfléchi et on a pensé finalement assez rapidement à aller dans un univers qu'on ne connaissait pas et c'était l'univers de la psychiatrie. Voilà. Est-ce que tu peux pitcher ce documentaire, Les Voix de la Chênaie ? C'est quoi l'histoire ? C'est l'histoire de 3 patients d'une clinique psychiatrique, une clinique un peu particulière. Et donc, dans ce documentaire, on va d'abord essayer de découvrir un peu qui sont ces personnes qui sont elles-mêmes malades, mais on essaye d'abord de mettre en avant la personne avant la maladie. Et ensuite, on va essayer de voir un peu la progression qu'ils ont sur la durée durant lesquelles on a tourné. Donc, qu'est-ce qu'ils deviennent, qu'est-ce qu'ils font au quotidien. Voilà. On va regarder la bande-annonce. Je suis psychotique, donc c'est une psychose, c'est un délire, je suis délirant. Je délire tout le temps, quoi. Je suis en plein délire. Quoi. Moi, je considère que la vie, ça n'existe pas pour moi. Je suis intemporelle, en fait. Et quand on me dit qu'on est en 2018, moi, je ne suis pas le croire parce que j'ai passé des années dans l'inconscience. Et c'est dommage, mais c'est comme ça. Non, je mets ma Charlotte pour l'hygiène. Là, vous avez tous les cheveux qui dépassent, ça sert à rien de mettre une charlotte si vous avez tous les cheveux qui dépassent. Faut que vous rentriez tout. Et enlevez vos lunettes, s'il vous plaît. Faire le pain, ça permet de me servir de l'énergie, à me lâcher un peu. On peut avoir cette pain pour le possible d'avoir du thé, monsieur ? J'ai pas de thé. Du thé. C'est J'ai pas de possible. thé. Faut que tu m'amènes un bro. Et c'est Un possible bon d'avoir. métal. Regardez ma place. Ouais, Attention qu'on ne me touche pas mes affaires. Et un bras blanc, on peut en faire. un bon à faire. Deux ou trois. Je vais vous m'aider.
donc Les Voix de la Chênaie, un documentaire qui est en ce moment même diffusé sur bdmt.tv. Qu'est-ce qui vous a motivé pour aller jusqu'à la clinique de la Chênaie? Alors, la clinique de la Chênaie, c'est une clinique qui est un peu particulière. C'est pas une clinique classique. C'est pas un hôpital public, c'est une clinique qui est privée. Et c'est une clinique qui a une méthode un peu particulière qui nous paraissait presque révolutionnaire, puisqu'il n'y a pas de mur pour sortir de la clinique. Donc on avait l'impression, nous qui avions un peu une image de la santé mentale, de l'hôpital psychiatrique comme d'une prison, là au contraire, c'était tout l'inverse. Et donc on avait vraiment envie de... Donc on avait vraiment envie de savoir qu'est-ce qui se passait, comment ça marchait. Et on a décidé d'y aller une première fois. Et une fois qu'on a mis un premier pied là-bas, faut savoir que c'est un lieu qui est très particulier, c'est au beau milieu d'une forêt, c'est un ancien château de la Renaissance, donc c'est un endroit qui est très particulier et ça vous ensorcelle un peu. Une fois que vous avez mis un pied, vous avez envie de le connaître par cœur. Ouais. Ouais. Alors, on découvre 2 personnages, principalement, il y en a d'autres. Il y a Sonia et Guillaume, tous les 2 atteints de schizophrénie. Comment s'est passé le casting? Alors, c'est une étape assez rigolote parce que, si vous voulez, l'idée de cette clinique, c'est de laisser se faire les choses, de ne pas essayer de mettre un cadre trop fort. Donc, nous, quand on est arrivé, on a d'abord rencontré le directeur et puis on a été accueillis en fait par un patient qui est dans le film. C'est le personnage mineur, et Daniel, qui a une 60aine d'années, c'est lui qui nous accueille à la clinique. Et en fait, au début, on ne sait pas du tout si c'est un patient ou si c'est un soignant. Donc déjà, c'est une première découverte qui attire. Et on a organisé finalement des moments où, en fait, on a décidé d'aller voir pendant le repas plusieurs tables pour rencontrer des soignants, pour nous présenter. Et lorsque, au fur et à mesure des rencontres, on a réussi à avoir des gens qui se disaient « Ah bah oui, pourquoi pas ?» Eh bien, on leur a donné rendez-vous et on avait comme ça, durant la journée, 4, 5, 6 rendez-vous où on prenait des notes, on posait des questions sur les pensionnaires avec lesquels on pouvait peut-être faire ce film. Donc on avait presque une liste, mais ça a bougé un petit peu tout le temps. Et certains de ces personnages, on les a rencontrés un peu par hasard, on croisés comme ça, en déambulant dans la clinique. Et alors, quand on s'est eu au téléphone, et même Alex parle de ça aussi, donc Alex, le co-réalisateur, c'était un véritable coup de foudre avec Sonia et Guillaume. Alors, oui, c'était une évidence en fait. C'était une évidence parce que, alors, Guillaume, c'est quelqu'un qui parle de sa maladie comme personne d'autre. De la clinique, vraiment, c'était la personne qui avait à la fois la plus grande lucidité et en même temps dont les fragilités et l'émotion étaient extrêmement palpables. Donc c'est quelqu'un qui nous a tout de suite, on a vraiment flashé sur lui parce que c'est un peu lui qui nous a le mieux expliqué la maladie. Sonia, c'était tout l'inverse. Et c'est pour ça que les deux étaient complémentaires. Sonia, elle a quelque chose dans les yeux, elle est pétillante, elle n'est pas malade. En tout cas, Ouais. c'est comme ça qu'elle se décrit. Elle est même intemporelle. Donc, c'est des termes, quand on les entend, qui sont extrêmement marquants, qui sont intrigants. Et les deux étaient partants pour faire ce film. Donc, ça s'est fait après, naturellement. On sent beaucoup de complicité quand même entre Guillaume, Sonia et vous, qui se confient, mais vraiment, ils vont dans l'intime, ils vous disent vraiment tout. Comment s'est créée cette complicité? Elle s'est créée au fur et à mesure du temps qu'on a passé ensemble. En fait, nous, on n'a pas cherché à mettre de distance. C'était vraiment l'idée du film, c'était de raconter la clinique ou de raconter des histoires personnelles sans la médiation d'un docteur. Là, dans le film, on a un soignant qui se trouve être Julien, qui est infirmier et qui en même temps travaille en cuisine. Mais l'idée, c'était vraiment qu'ils se racontent eux-mêmes. Et donc, on leur posait des questions et ils nous répondaient assez facilement, assez naturellement.
Et donc, je pense que le tournage a eu lieu un peu presque sous forme d'un jeu, c'est-à-dire que on s'est dit bon bah est-ce que tu veux bien nous montrer, est-ce qu'on peut te suivre pendant que tu fais le pain, Guillaume, pendant que tu travailles à la cuisine? Ah bah ouais, ok, très bien, venez, c'est demain matin à 7h. On arrive, on allume la caméra et là on se rend compte que il se transfigure, il nous explique tout. On le voit avec un espèce d'énorme hachoir coupé du pain, comme on voit dans l'extrait. Donc on se dit, mais c'est passionnant. Et lui-même, en fait, nous dit tout. On lui a juste dit, explique-nous la maladie. Et sans avoir lui posé de questions, il a tout livré comme ça. Donc, naturellement, finalement, on n'a pas eu à faire grand-chose. Avant d'avancer un petit peu plus loin et d'en savoir un peu plus, on va regarder un autre extrait de ce documentaire, Les Voix de la Chênaie. Ça commence comment alors? Il y a comme un goût amer en nous, comme un goût de poussière dans tout, et la colère qui nous suit partout. Il y a des silences qui disent beaucoup. Que tous les mots qu'on avoue, toutes ces questions qui ne tiennent pas debout. Évidemment, on rit encore pour des bêtises comme des enfants. Mais pas comme avant, pas comme avant. Alors toutes ces chansons, elles prennent une dimension assez incroyable dans ce documentaire. Oui, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elles ont lieu dans un atelier qu'on appelle l'atelier musique, où pendant 1 heure ou 2 heures chaque semaine, on a quelques encadrants qui sont Julien et le guitariste qui vont jouer de la musique et donc chaque pensionnaire qui veut, qui le souhaite, peut prendre le micro et chanter. Et en fait, c'est un lieu où il se passe vraiment des choses. C'est un lieu où il se passe des choses, où nos personnages se croisent, donc c'est ça qui était aussi intéressant, mais surtout où ils se transforment, quoi. Sonia, on la voit chanter, c'est extrêmement touchant. Guillaume, il donne envie de pleurer sur l'une des chansons qu'on entend notamment dans le film. Et donc c'était impossible de pas laisser une place importante à la musique qui rajoute de la poésie pour expliquer quelque chose qui n'est pas toujours explicable. Comme avec Sonia, on n'a pas encore parlé vraiment en détail de chacun d'eux, mais on ne sait pas trop d'où elle vient, on ne comprend pas forcément pourquoi elle est comme ça. Pourquoi elle est là. Et la musique, ça permet de faire passer peut-être d'autres messages, d'autres moyens de communiquer. C'est ça qui était intéressant. Excuse-moi, j'ai un chat dans la gorge. Comme tout à l'heure. C'est bon, ça le fait. Je me suis arrêtée à temps. Et tout d'un coup, c'est vrai que ces paroles prennent une autre signification. Là, la chanson de France Gall, évidemment, tout d'un coup, on écoute d'une autre façon les chansons. Alors oui, moi celle qui me marque notamment, c'est Guillaume qui interprète une chanson sur son père, mon vieux. Et en fait, déjà la chanson, elle est intense. Déjà la chanson est intense et il choisit de chanter cette chanson en fait. Donc il a envie de dire quelque chose sur son père. Et nous après en interview, il nous explique que son père était très violent avec lui. Il nous livre des choses. Donc il y a un moment là, voilà, dans la musique, à un moment il y a quelque chose qui se dit. Ils essayent de dire quelque chose. Et en fait, en consultation, on découvre que son père, c'est pas forcément quelqu'un qui a l'air si méchant que ça.
Et là, on comprend toute la complexité de faire un documentaire dans une clinique psychiatrique avec des personnes qui peuvent être atteintes de schizophrénie comme Guillaume. C'est qu'on ne sait pas toujours sur quel pied danser. Oui, si c'est la réalité ou c'est ça. si ça faisait partie de ses délires. C'est ça. Nous, on a choisi finalement de ne pas chercher la vérité, mais de s'arrêter à la vérité de nos personnages. Parce que ce serait parfois, on a le sentiment, si on allait trop creuser, que presque de les tromper, en fait, de les trahir, de trahir leur confiance. Donc l'idée, c'était pas d'aller chercher exactement qu'est-ce qui leur est arrivé dans leur vie, mais simplement de les écouter. Alors, c'est un documentaire que vous avez tourné pendant 3 ans, réalisé pendant 3 ans. Ouais. Comment est-ce que vous vous êtes organisé? J'ai cru comprendre que vous dormiez sur place. Alors, c'est ça. Donc, on est allé une première fois, on est tombé amoureux du lieu et on a découvert qu'il y avait plusieurs wagons de train qui sont installés sur la clinique, dans la clinique. Donc c'est assez surprenant, ça rend le lieu encore plus magique. Et en fait, ce sont des wagons qui servent à accueillir les artistes parce qu'il y a de nombreux artistes qui passent sur la Chênaie. Il y a des concerts réguliers à la clinique. D'accord. Et ils dorment en fait dans ces wagons. Et nous, on dormait, chacun, on avait son petit compartiment. C'est extraordinaire parce qu'on a l'impression d'être dans un lieu qui n'a rien de commun. On est dans ce wagon et quand on se réveille, on a la forêt autour de soi. C'est assez magnifique. Oui, c'est vrai que c'est intéressant. Il y a même un wagon aussi avec un restaurant Voilà. dans lequel travaille Guillaume aussi. Exactement. Oui, parce que en fait, c'est ça, c'est dans cette clinique privée, c'est chaque résident participe à la vie active de cette clinique. Oui, c'est ça. Donc c'est le Train Bleu. C'est un restaurant pour accueillir n'importe quelle personne de l'extérieur. Donc on a des gens du village qui peuvent venir manger là, des professionnels qui sont de passage, on a des plats qui peuvent être un peu plus élaborés que ceux qu'on va retrouver au self, à la cantine en fait. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la clinique de la Chênaie fonctionne sur le modèle de la psychothérapie institutionnelle. Donc c'est une méthode qui veut soigner l'hôpital, parce que pour soigner la maladie, il faut d'abord soigner l'hôpital. Donc on déstigmatise les patients, on déstigmatise la maladie, on permet aux patients de prendre part aux activités de la clinique. Donc Guillaume fait le pain, en fait prépare le petit déjeuner le matin. Sonia répond au standard. Donc quand vous appelez la clinique, vous tombez sur un patient en fait qui répond au téléphone. C'est atypique. C'est très atypique. J'ai rappelé avant de revenir. Et alors ça marche bien. Et c'est ça qui est chouette. Mais c'est vrai que c'est déroutant pour quelqu'un qui n'y connaîtrait rien. On se demande si on est au bon endroit. Et c'est ce qui fait que finalement, ils participent à leurs soins en fait. Ils choisissent aussi un peu l'hôpital dans lequel ils sont. Ils choisissent de venir dans cette institution et ils choisissent un peu ce qu'elle peut être. Et vous aussi, vous avez participé un peu aux tâches collectives? Ah oui, tout à fait. On a fait un peu de ménage. Ah oui. On a fait un peu de ménage. C'était au tout début, en fait, mais parce que ça permettait de nous imprégner en fait dans la clinique, d'avoir des premiers liens, et puis de comprendre comment ça fonctionnait. C'est difficile de montrer cette institution sans l'avoir un peu vécu. C'est ce que tout le monde nous disait. Un peu. C'est ça. On disait venez plusieurs jours, dormez ici, travaillez ici, et vous allez voir ce que vous allez vouloir dire dans ce film va ressortir tout simplement. On va regarder un extrait avec Julien, l'un Oui. des animateurs. Avant, les fous, on les exilait ou on les éliminait. Il y a déjà eu un pas après-guerre avec la psychothérapie institutionnelle où, au lieu de voir les patients, les fous, comme des gens à éliminer ou à éloigner le plus possible, on les voit déjà comme des gens qui souffrent, comme des gens à soigner. Mais ça demande beaucoup d'humilité aussi de voir les gens malades et on sait qu'on peut tous tomber malade en fait. Tout comme on peut tous devenir
avoir un cancer ou avoir déclaré un diabète ou une maladie cardiaque. Et le premier réflexe, c'est de vouloir de mettre les gens à distance ou de trouver des prétextes ou des fausses raisons à la maladie. Oh, il est un peu chiant. Oh, il est bizarre. Ouais, mais c'est qu'il fait de la dépression. Non, c'est pas de la dépression, là, c'est des hallucinations qu'il a. Les gens tiennent à maintenir à distance la maladie mentale parce que ça leur fait peur aussi. Il y a quelque chose de personnel aussi, on a peur de soi-même de tomber malade et donc on a envie comme si c'était contagieux, on a envie de mettre à distance les gens qui sont malades. Donc on voit sur le documentaire le sigle France 3, parce que c'est un peu grâce à France Télévisions si finalement vous avez réussi à financer ce documentaire. Comment ça s'est passé ? Alors, en effet, on a commencé à tourner, on n'avait pas de diffuseur, on n'avait pas de producteur, on a tourné avec notre matériel. Vous êtes lancé comme ça ? On s'est lancé comme ça parce qu'on y croyait vraiment et surtout, on avait envie de le faire. Et il y a trop de projets qui peuvent mourir parce qu'on n'a pas, parce qu'on l'a pas vendu avant, parce qu'on n'a personne pour nous soutenir. Et je pense que quand on croit vraiment à quand on a vraiment envie de le faire, il faut y aller et arrêter de se poser un peu quelques questions. Donc on a commencé à tourner des choses, on a monté un petit teaser et ensuite on allait voir une société de production. On allait voir le France 3 région Pays de la Loire et ils nous ont dit go. Ils ont accepté de nous suivre. Oui, parce qu'on précise, la clinique de la Chênaie est à Blois. Oui. Donc c'est cohérent avec ce France Télévisions, donc de Loire. Centre Pays de la Loire. Centre Pays de la Loire. Donc ils ont choisi de nous suivre et vraiment pour nous c'était une libération parce que c'est arrivé assez tard dans le film et dans la réalisation du film et donc jusqu'au bout on ne savait pas si on allait avoir un diffuseur. Donc quand ils ont accepté de nous suivre, on était pour le coup vraiment enchantés, mais c'était aussi important pour nous que cette clinique, que ces personnages puissent être vus, puissent être regardés, puissent être connus, parce que ça nous semblait incroyable que cette expérience de la Chênaie soit complètement inconnue, en tout cas pour nous, avant de commencer le sujet. Donc c'était important que ça soit médiatisé, c'était important que ce qui soit dit dans le film soit le plus simple à comprendre, parce que ça nous semblait important que la maladie mentale soit vulgarisée, que les gens en sachent plus, parce que c'est comme ça qu'on l'accueille mieux en fait. Alors bien souvent, les documentaires de ce genre sont diffusés dans les festivals. Est-ce que ça a été le cas pour Les Voix de la Chênaie ? Est-ce que vous avez été diffusé dans plusieurs festivals ? Alors, tu le sais mieux que moi, parce que je vrai, suis en plus. incapable de t'en citer. Tu m'avais dit que c'était toi qui en parlais, parce que je n'ai pas été mieux au courant. Oui, bah si. Bon. Je refais. C'est la fin de la journée. Alors bien souvent, les documentaires sont diffusés dans les festivals. Moi, j'ai eu connaissance de ce documentaire sur le festival cinéma et psychiatrie à Lyon. Il y a plein d'autres festivals, notamment en Belgique. Et il y a Stéphane qui va venir nous parler des 14e rencontres images mentales à Bruxelles. Bonjour. Donc, tu es allé là-bas. Salut Stéphane. Oui, et on a pu voir différents films. Le cinéma et les séries sont les miroirs de l'évolution de nos représentations de la psychiatrie. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette petite phrase. Et inversement d'ailleurs, ce que nous voyons à l'écran souvent, ça influe nos représentations de la psychiatrie. On a profité justement de ce festival pour se poser la question de ça, parce que le cinéma, si on revient un petit peu en arrière, dans les années 50-60, les premiers films qui touchent de la folie, de la santé mentale, on est dans des ambiances inquiétantes, avec parfois même des soignants qui sont eux-mêmes un petit peu inquiétants. Et puis dans les années 2000, on est allé vers un film de cinéma, d'auteur ou de documentaire plus précis, plus documenté, où on a donné un autre regard sur la folie. C'est pas forcément la violence, la dangerosité. On explique les maladies avec, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film qui a été beaucoup apprécié, qui s'appelle Un homme d'exception de Ron Howard, qui crée beaucoup d'empathie. Aujourd'hui, la maladie, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est aussi parfois un ressort dans la narration, notamment sur les films qui sont pas forcément des films documentaires,
documentaire, mais elle permet en tout cas, quand le cinéma il s'empare de la maladie mentale, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ça permet, aux patients de voir que d'autres vivent la même chose, aux malades, que voilà, d'autres malades existent. 2, pour les soignants, parfois ça change leur regard sur des maladies qu'ils croyaient connaître. Et puis pour le grand public, ça amène beaucoup de vulgarisation. On a posé la question justement de ce rapport entre 7e art et cinéma à des réalisateurs à l'occasion d'un festival, Rencontre Image Mentale à Bruxelles. On regarde tout de suite. Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Thiriard et j'ai co-réalisé avec Cédric Guénard Comme ça tu sais. Louise en scène, Intérieur Anouchka Nui. Je m'appelle Ingrid Eiderscheid et mon film s'appelle La meilleure manière. Donc, je m'appelle Julie Renner. Le titre de mon film c'est Caché, dialogue avec mon grand-père. Je pense que les sujets les plus graves peuvent être abordés par le cinéma, mais tout dépend de la façon dont on gère la chose. Oui. Parfois, il y a certains projets, on n'est pas encore prêt à les faire et donc parfois il faut en faire différent pour aborder un truc qui peut-être nous touche encore plus. Mais en tout cas, c'est un peu une thérapie pour chacun, je crois. Alors pour finir, sachez qu'Alfred Hitchcock disait que le meilleur moyen de se débarrasser de ses peurs, pour lui, c'était de faire des films sur ses peurs. Alors peut-être que l'un des meilleurs outils pour parler de la santé mentale, c'est le cinéma. Alors on a tous, voyez, regardé des films et des séries, notamment dernièrement, où la maladie ou le problème, le trouble est au cœur voilà, du sujet. Il y a un livre sur ce sujet que je tiens vraiment à vous conseiller, qui a été écrit par Christophe Debien, qui est psychiatre au CHU de Lille, qui a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Psylab. Et ce livre, on va voir sans doute la couverture, c'est Nos héros sont malades, aux éditions Humaine Science. Les illustrations sont de l'artiste Ben Fligans. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans ce film, Christophe Debien reprend les troubles via les troubles que l'on connaît ou que l'on connaît mal, via des personnages connus dans certains films. Il donne des infos sur les troubles, sur les traitements, et il cite d'autres films, et en donnant d'ailleurs des conseils, des fois, si vous voulez comprendre la maladie, ne regardez pas celui-là, c'est pas très intéressant. Alors oui, ça peut fausser exactement, complètement il utilise par exemple John Rambo, qu'on connaît tous, Rambo, pour parler du stress post-traumatique. Il donne d'autres exemples de films. Il utilise le film Psychose pour parler de la schizophrénie et de la psychose. Il parle de Tony Soprano, les Sopranos, pour parler justement de la dépression. Il a ce blues qui traîne tout le temps dans la série. Carrie Mathison, c'est un peu plus près, c'est Homeland. Elle est bipolaire, elle est agent secret. Voilà, il parle de ça également dans son livre, et il aborde également Dexter, Hannibal Lecter, pour tout ce qui est le côté trouble de la personnalité, les psychopathes et autres. Un livre vraiment intéressant si vous voulez regarder certains films qui traitent de la maladie mentale avec un autre regard, et pourquoi pas comprendre ce qu'on décrit dans ses œuvres. Oui, tu as vu Les Intranquilles aussi lors de ce festival. Tout à fait. Et donc un film qui était choisi et sélectionné pour Cannes, qui n'a pas été primé. Et qui a été justement dernièrement cité au César, qui a failli être primé, et qui est un film magnifique qui traite de la bipolarité, de l'intérieur dans une cellule familiale avec des acteurs magiques, notamment Leila Bekti. Voilà, c'est superbe, il faut vraiment voir ce film, parce qu'on est vraiment là pour le coup dans un film qui est très descriptif, qui n'est pas un film documentaire, et qui nous plonge au cœur d'un cycle de troubles forts chez une personne atteinte de bipolarité. Et quand toi tu vois maintenant un film qui traite de la maladie psychique, tu as, j'imagine, un autre regard maintenant. Alors oui, déjà la première chose qu'on peut dire, c'est que la schizophrénie est souvent décrite comme un dédoublement de la personnalité, alors que c'est pas du tout ça. Enfin, ça peut être une forme très très rare, d'après ce que j'ai compris. La schizophrénie, se manifeste plutôt par des hallucinations sonores et ou visuelles. Nous, en tout cas à la clinique, on n'a pas vu de dédoublement de la personnalité. Donc c'est vrai que ça, et pas de meurtre non plus. Pas de meurtre non plus. Mais c'est vrai que dans la schizophrénie, en tout cas, nous, ce qu'on a pu découvrir, ça n'a rien à voir avec certains des clichés qui peuvent être véhiculés. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est qu'à travers les personnages de fiction, en effet, on arrive à dire des choses, on arrive à reconnaître des facettes dans la maladie mentale. Je trouve dans la psychose, c'est souvent, moi j'explique ça souvent comme une caricature de certains
certaines tendances qu'on peut avoir. Et quoi de mieux pour justement filmer des personnages un peu caricaturaux que la fiction. Donc je trouve que ça permet en effet de faire véhiculer certaines choses, puis c'est le sentiment de voir quelque chose et finalement de s'être trompé, etc. Je trouve que c'est passionnant. En tout cas, la fiction, c'est un outil précieux. De plus en plus dans les études de soignants en psychiatrie à des degrés divers, les films sont utilisés, y compris de fiction, pour débattre autour d'idées préconçues qu'on se fait de la maladie. Et justement, il y a des élèves soignants dans différentes enquêtes qui le disent, qui disent « Tiens, en voyant ce film-là, ça a changé mon regard sur telle maladie, ça a changé de faux prérequis que j'avais. » Enfin voilà, c'est très intéressant, l'utilisation de l'image. Oui. Et puis, je trouve qu'un personnage, on arrive à connaître un personnage parfois avec la fiction. Avec la fiction, on peut mettre des caméras là où dans le documentaire, on est quand même limité, on ne peut pas. Donc, le personnage de fiction, on arrive à bien le connaître, à se sentir familier de lui. Et donc, finalement, s'il nous permet de connaître une maladie, eh bien, on arrive à connaître très bien la maladie, enfin, en tout cas, très bien à l'appréhender, à s'en sentir proche. Et c'est ça que je trouve de formidable avec l'outil de la fiction. Et puis, il permet de montrer des histoires. Nous, par exemple, dans Les Voix de la Chênaie, on n'a jamais réussi à filmer la famille de nos pensionnaires. C'était un peu compliqué, et puis c'était parfois, par exemple pour Sonia, c'est compliqué, elle reconnaît. Est-ce que sa famille est vraiment sa famille? Elle ne reconnaît pas vraiment qui sont ses parents, donc c'est très compliqué. La fiction peut permettre d'aller là où nous, on a de des créer obstacles. de l'empathie également, ce que tu disais. Hein, donc c'est vraiment c'est des supports très différents. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est très intéressant de faire cette liaison entre le 7e art et la psychiatrie. Il y a toujours une connivence, on apprend beaucoup de choses. Toi, par exemple, dans ton documentaire, on découvre 2 personnages qui sont réels. Comment est-ce que vous avez réussi à trouver la scénarisation du documentaire? Parce qu'on parle de scénarisation, j'imagine que vous avez dû jeter des heures et des heures de rush et les mettre de côté. Comment est-ce que vous avez choisi tel ou tel passage? Alors, dans un documentaire, il y a le choix en amont, avant de filmer, et puis aussi le choix au montage. Et souvent, en fait, plus on fait ce métier, plus on se rend compte que tu vas en effet filmer des choses et il y a des choix que tu vas faire au montage parce que une fois que tu es devant les images, tu te rends compte de l'émotion qui peut ressortir, que tu n'avais pas forcément perçu tout le temps. Ce qui est différent de la fiction, où la fiction, on scénarise avant. Là, tu es tellement dans le réel que tu ne peux pas scénariser à l'avance. Et tu ne peux pas tout fabriquer, donc il faut laisser aussi les choses avoir lieu devant la caméra. L'idée, c'était on s'est posé une question pendant la réalisation du film et on a mis beaucoup de temps à la résoudre. C'était est-ce que le personnage principal est la clinique ou est-ce que le personnage principal c'est Guillaume, c'est Sonia et Daniel à la fin. Et on a mis beaucoup de temps à résoudre ça parce que la clinique, ce qu'ils font à la Chênaie, on avait vraiment envie de le montrer. Mais en même temps, montrer Guillaume et Sonia qui sont des visages, qui sont des personnages de la maladie, ça nous semblait prendre le pas encore au-dessus. Et donc, finalement, on a choisi de laisser plutôt la place à Guillaume et Sonia et donc de les filmer dans leur quotidien et puis vers la fin du film, de les filmer dans leur trajectoire de vie. Donc pour Sonia, c'est d'aller se prendre un appartement à Blois, de commencer à sortir de la clinique. Et puis pour Guillaume, c'était d'aller travailler en dehors de la clinique dans un ESAT, donc un établissement spécialisé. Projet, voilà, c'est son projet à lui, donc on le voit faire sa lettre de motivation pour la présenter à l'assistante sociale. Sonia, on la suit en voiture, on a l'impression qu'elle sort d'un coup de la clinique pour aller s'installer dans un appartement et on a l'impression que voilà, tout va s'éclaircir. En tout cas, c'est le message qu'on a voulu faire passer. Alors nous aussi, on a un personnage ici. C'est Éric Dubois, notre chroniqueur, qui est écrivain, poète. Il a écrit « L'homme qui entendait des voix ». Il est atteint de schizophrénie, mais ce n'est pas que ça, Éric Dubois. Il va aussi nous faire sa chronique. Il va nous présenter 2 artistes qui ont été atteints de troubles psychiques. On accueille Éric Dubois. Salut Éric. Salut. Alors, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Alors, des écrivains et des artistes malades psychiques, c'est normal, sur une chaîne web TV sur la santé mentale, ça me paraît logique. Alors qui tu as choisi ? Alors, j'ai choisi Camille Claudel et Antonin Artaud, mais je vais dire quelque chose en préambule, c'est que
les écrivains et artistes malades se cachent aujourd'hui, en fait. On sait très peu de choses sur eux, quoi. Et on sait plus tard, après leur décès, qu'ils ont été frappés par la schizophrénie, la bipolarité, la dépression et autres maladies. Et si on consulte Wikipédia, on s'apercevra que de nombreux artistes dans le passé ont été malades dans leur vie. Par exemple, Gérard de Nerval, Vincent Van Gogh, Camille Claudel, Antonin Artaud, Nicolas Sarkozy. Non, je plaisante. Mais bon. C'était drôle. Non, mais. Est-ce que c'est le côté artiste ou malade qui nous fait rire? On ne sait pas. Mais je ne vais pas révéler des choses, mais il y a des politiques qui ont fait des séjours en hôpital psychiatrique. Voilà, donc. C'est intéressant, oui. Oui, c'est intéressant, mais c'est pas étonnant, Oui, quoi, en fait. Alors, Camille Claudel. Pourquoi c'est pas étonnant, excuse-moi? C'est pas étonnant parce que je pense que les personnages publics, du fait donc de leur position, peuvent avoir des failles, quoi. Donc. Mais n'importe qui peut avoir des failles, que ça des soit une personne qui soit... Oui. Et au-delà, quoi, des psychoses, quoi. Donc, n'importe qui, effectivement, peuvent avoir des failles, mais je pense que le succès, l'argent peuvent aussi conduire à la maladie psychique. Voilà. Donc, Camille Claudel. Alors, Camille Claudel, c'est la sœur de l'écrivain et poète Paul Claudel. Elle est née en 1864. C'était une sculptrice de génie, formée par son amant et maître, le sculpteur Rodin. Monsieur Rodin, oui. Il y a eu un film là-dessus il y a 25 ans. Avec Isabelle Adjani qui a Oui, et Gérard Depardieu. Elle fut internée à la demande de sa famille. Camille Claudel, pas Isabelle Adjani. Oui, Camille Claudel, oui. Alors, je recommence. Camille Claudel fut internée à la demande de sa famille vers l'âge de 50 ans, à peu près. Et elle mourut de faim dans un asile, je ne sais plus où, enfin en province, en 1943, à l'âge de 79 ans. Oui, pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, comme des milliers on a fait mourir de faim beaucoup de malades psychiques. Voilà. De faim et de froid. De faim et de froid, oui. On ne s'occupait pas d'eux, oui. Et puis, dans des moments de crise, elle a détruit une partie de son œuvre, car elle souffrait beaucoup de paranoïa, de jalousie par rapport à son maître et amant, le sculpteur Rodin. Et puis, je pense, il y a aussi des problèmes de fausses couches, enfin bon, donc c'était assez... c'était quelqu'un qui souffrait beaucoup, Camille Claudel. Elle était très torturée, oui. Très torturée. Et ça ne se voit pas dans ses sculptures qui sont très féminines. Très harmonieuses. Au contraire d'Auguste Rodin, qui est très brute, très masculine. Enfin, ses sculptures sont très masculines, très, très brutales, etc. Alors que Camille Claudel, c'est la douceur, la féminité et aussi la fragilité. Voilà. Ouais. Et autre artiste, Antonin Artaud. Oui, alors voilà, je présentais, ça c'est un de ses nombreux livres, L'ombilique des limbes, le Pesner et autres textes, chez Poésie Gallimard. Alors lui, c'est son presque contemporain, Camille Claudel. Il est né en 1896 à Marseille. Il est mort en 1948 à Ivry-sur-Seine, à 51 ans, donc beaucoup plus jeune que Camille Claudel. C'est un poète, un écrivain, un comédien, un dessinateur, un théoricien de théâtre. L'ouvrage Le théâtre et son double. En fait, il fut malade toute sa vie et depuis l'enfance. Grosso modo, à partir de 6 ans, il était déjà malade. Il a fait beaucoup de crises. Et les 10 dernières années de sa vie, il fut interné dans plusieurs hôpitaux psychiatriques. De nombreux artistes et écrivains ont même demandé sa libération. Il a subi des électrochocs. Beaucoup d'électrochocs, beaucoup de séances d'électrochocs. À l'ancienne. Ouais. Ah bah oui, à l'époque, c'était pas le neuroleptique, hein. C'était les électrochocs, les bains, etc., quoi. Il était aussi toxicomane, héroïne, cocaïne, laudanum, enfin bref. Et il présentait des syndromes de persécution et de mysticisme aigu, quoi. Voilà. Ça n'empêchait pas d'écrire, de dessiner. En fait, il a fait ça toute sa vie, quoi. Il a créé toute sa vie. Et en fait, ces écrivains et artistes l'ont été bien avant d'être internés, quoi. Oui.
C'est Ils ça ne se sont qu'il pas faut voir. découverts artistes à partir du moment où ils ont été internés, quoi. Voilà, Ouais. exactement. Et ils étaient connus de leur vivant, surtout Antonin Artaud. Et Artaud a été interné à Villévrard, l'hôpital de Villévrard qu'on a visité à l'occasion de reportages. Et il y a laissé des traces et il a participé justement à ces passerelles qui existent aujourd'hui dans certains hôpitaux avec le milieu artistique et qui utilisent l'art comme moyen d'expression pour les patients. C'était très intéressant de voir ça. Ouais, mais c'est un documentaire, enfin un reportage qu'on peut retrouver d'ailleurs sur bdmt.tv voilà. que tu as réalisé. Exactement, sur un musée de la psychiatrie qui nous a reçus au sein de Villévrard. Merci beaucoup Eric. Merci. C'était très intéressant. Il y a d'autres personnages qu'on découvre aussi, on en a parlé brièvement, c'est Daniel. Alors c'était qui Daniel dans le documentaire? Donc celui qui vous a accueilli, tu ne savais pas si c'était un patient ou un soignant? Alors pas du tout, parce que déjà il a un certain âge, au moment où on le filme, il a plus de 60 ans, et il a un look de vieux psychiatre, c'est-à-dire qu'il a une vieille barbe poivre et sel, une pipe à la main, un bonnet, un pull en laine, et il baragouine un peu comme ça, donc c'est un vrai personnage, il a une certaine prestance, un certain charisme, il parle très bien, et en fait, petit à petit, il nous explique qu'il a travaillé ici, à la clinique. C'est vrai qu'il est là depuis des années et des années. Donc on se dit, bon, c'est vous le directeur? Non, moi je suis là. Non, moi je suis patient ici. Et puis en fait, on a adoré, on est vraiment, Daniel, on avait une affection pour lui qui était extraordinaire, et on tenait absolument à le voir dans le film. Et en fait, à chaque fois qu'on le croisait sur la clinique, il nous racontait qu'il avait fait tel master, qu'il avait connu tel grand psychiatre, tel grand sociologue. Et en fait, on a décidé de faire une séquence avec lui où on allait chez lui, parce qu'en fait, il dort en dehors de la clinique, dans une suite d'appartements qui appartiennent à la clinique, et la journée, donc il y a un hôpital de jour, il vient sur la clinique, il a ses petites habitudes, son petit cappuccino de midi, enfin de 14h après ses 20 minutes de sieste qu'il nous explique dans le film. Et en fait, quand on est chez lui, il nous ouvre ses classeurs dont il nous a tant parlé, ses travaux sur lesquels il a bûché toute sa vie, ses travaux de sociologie si complexes. Et en fait, on découvre des classeurs dans lesquels on a une feuille avec des associations de mots. Et puis en fait, on se rend compte qu'il y a en effet un travail, mais ce n'est pas un livre qu'on va pouvoir lire et consulter comme ça. C'est un peu plus compliqué, que c'est en effet le projet de sa vie, mais c'est un projet dans lequel il se perd en fait. Daniel, il est bipolaire, et parfois il se met à écrire, et c'est compliqué de compiler tout ça, donc c'est à la fois mignon, attachant, c'est quelqu'un avec qui on peut avoir des grandes discussions, mais par contre, on aurait envie de lire son livre, et on ne le trouve pas en fait. Chez lui, on trouve de nombreux classeurs, mais on ne trouve pas ce livre dont il nous parle. Alors la Chesnais, visiblement, inspire beaucoup, et ça c'est ton acolyte, donc Alex Venel, qui m'a parlé de ça. C'est dommage qu'il ne soit pas là, parce qu'il nous en aurait parlé un petit peu mieux. Ça c'est une BD, La troisième population, qui a été faite par Aurélien Ducoudray et Jeff Pourquier, que vous avez rencontré d'ailleurs. Et dans cette BD, on découvre d'autres personnages de la clinique de la Chesnais. Oui, comme quoi, en fait, il y a un véritable réservoir de personnages à la Chesnais. En fait, on s'est croisés, ils avaient ce projet en parallèle d'une autre. Et alors, c'est intéressant parce que, un peu comme la fiction tout à l'heure, la BD peut permettre de raconter d'autres choses. Voilà, Marielle, 27 ans. Oui. Alors je ne l'ai pas lu, j'ai pas eu le temps, j'ai juste acheté. Quand Alex m'en a parlé, j'ai dit « Ah mais ça peut être intéressant d'en parler », il m'a dit « Oui, oui ». Bon, comme il n'est pas là, ça fera l'occasion d'inviter les auteurs. Alors, je ne vais pas le lire maintenant, mais par contre, je te le prête. Avec plaisir. Et puis tu me le rendras, comme ça je pourrai le lire aussi. Très bien, merci beaucoup. C'est ça les cadeaux l'occasion de revenir en sur web un autre TV. projet. Bah oui, ce sera l'occasion de revenir. On va aller prendre un petit peu l'air maintenant avec Annabelle, qui va venir nous parler d'oxygénothérapie. Je l'ai bien dit? Bonjour, oxygénothérapie hyperbare modérée. Ah oui, c'est ça le terme. Oxygénothérapie hyperbare modérée. On est déjà en apnée, quoi. C'est ça. Non, alors l'oxygénothérapie hyperbare modérée, pourquoi on dit modérée? C'est important parce qu'on est en dessous du seuil de la médecine. D'accord. C'est pas médical. C'est pas médical, c'est une solution, c'est une alternative aux soins. Alors, il y a
tout pour être heureux avec cette technique. En gros, ça abaisse le stress. En fait, ça oxygène tout simplement les cellules altérées. Hein. Et alors, dans tout ce qui est trouble du spectre autistique, donc c'est vraiment l'angle du sujet que vous allez voir maintenant, ça améliore le contact visuel, ça stimule le développement de la parole, ça baisse le stress et ça améliore l'appétit. En fait, j'ai rencontré pas mal de parents qui ne voulaient pas forcément être filmés, mais vraiment, ils ont vu l'évolution au bout d'un mois ou deux de leurs enfants, parce que vous allez voir, ce sont des caissons. On est vraiment dans un caisson, donc on est sous pression, on est en dessous du niveau de la mer, en gros. Et la pression plus l'oxygène, ça va favoriser la diffusion des cellules, enfin de l'oxygène qui va aller dans le sang, et l'autoroute de l'hémoglobine, youhou, là là, il y en a partout. Et c'est la fête. Non, mais c'est surtout pour dans ces caissons. C'est la fête de l'oxygène. Non, mais donc les parents étaient vraiment assez étonnés de l'évolution de leur enfant. Oui, finalement, l'oxygène permet. Très paniqué au début, très énervé, et au bout d'un mois, un mois et demi, à considérer qu'il faut faire ça 1 heure par jour. Ont vraiment vu l'évolution. Les enfants sont plus attentifs, plus calmes, moins de crises. Donc c'est vraiment tous bénéfique, mais c'est aussi bénéfique pour tout ce qui est dépression, tout ce qui est problème de sommeil. Oui, de stress, d'anxiété. De stress, d'anxiété, des post-Covid aussi, souvent. Et la rééducation, la respiration, oui. Et évidemment la cicatrisation, parce que forcément il y a de l'oxygène partout, donc ça favorise, donc c'est top. Et où est-ce que tu es allée ? Je suis allée à Paris, dans le 15e, chez Stéphane Beauchard à O2. Mais maintenant, alors désolé, il va déménager, il va partir à La Rochelle. Mais en tout cas, ce sont des questions qu'on peut louer. On peut aller sur place, mais on peut les louer aussi. Donc, je vous laisse regarder et on en parle après. Peut-être que je vais aller m'asseoir 10 minutes, personnellement. Alors. Et tu veux qu'on se concentre uniquement sur la voix qui va te dire inspirer. Attention, ça avance. Et donc là, tu vas prendre pour son oxygène. Je vais prendre tes lunettes. Voilà. Là, le siège va s'incliner de telle façon que c'est ce qu'on appelle être zéro gravité. Ce qui fait qu'on va donner l'information à votre cerveau que vous flottez. Donc, plus de gravité, plus de stabilité, plus de 3D. Vous flottez. Donc, il va s'arrêter une partie parce qu'il ne va plus utiliser ça. À chaque inspiration, vous allez avoir la tête vers le bas, le sang et l'oxygène dans la tête. À chaque expiration, on accélère la vitesse pour comme si je faisais un massage lymphatique au niveau des jambes. Oh, c'est fou. J'ai l'impression d'être partie, je sais pas combien de temps. Eh ben, c'est extraordinaire. Là, je le recommande à tout le monde, ça devrait être obligatoire. Waouh, on sent quand même à la fin, t'as plus beaucoup d'énergie, t'es détendu un max, quoi, en fait. Je suis détendue un max, puis en plus, comme j'ai fait les deux, moi, donc j'ai fait à la fois le siège et après le caisson. Mais ça donne envie, hein. Très bien. Ah, mais c'est pas que moi, ça tu donne m'as envie, donné c'est envie d'y génial. aller, il faut que j'y aille. Comme je dis, ça devrait j'irai être à La Rochelle, je m'en fous. Ça devrait être obligatoire, je pense. Voilà, et donc au niveau des... donc on peut le louer, on peut l'acheter, et après, donc une séance, c'est entre 49 € et 59 €. À la location, on va en avoir pour 2 000 €, mais ça va être dégressif. Maintenant, vous divisez 2 000 par jour en fonction des gens. Enfin, oui. Ça peut être parce que tu si disais dans pour des centres, les enfants qui ont le trouble du spectre autistique, je vais le refaire. Oui, tu le disais, pour les enfants autistes, c'est au moins 1 heure par jour. Donc les parents ne se déplacent pas à chaque fois. Non, bah oui, puis on n'habite pas tous à Paris, parce que c'est pas encore très développé en France. Hein. C'est arrivé au Canada il y a longtemps, mais nous on est toujours en retard apparemment. Donc c'est arrivé récemment. Donc voilà, on peut l'acheter, donc le louer, mais même dans des structures. Enfin, je trouve que par exemple dans des centres, même dans des cliniques, ça pourrait être vraiment un investissement. Mais tu disais modéré, donc ça veut dire il existe des caissons médicaux alors? Ah oui, hyperbar, mais là on est vraiment en hospitalisation, c'est pour les problèmes de poumons, les grands brûlés, enfin toutes ces choses-là. Donc là c'est autre chose. Là on est encore sur de la médecine douce, c'est pas de la médecine. Voilà. Et comment tu t'es sentie? Alors là on le voit un peu à la fin du reportage, ça a l'air complètement... mais il s'est passé quelque chose après dans les jours suivants, dans la soirée? Alors j'ai bien dormi. Ça, c'est moi qui suis quand même, je suis assez dynamique, on va dire. Donc, j'ai bien dormi. J'ai pas eu de problème souvent, j'ai des somnolences en conduite parce que j'ai 3 heures de route après. Nickel. Et surtout, pendant 2-3 jours, j'étais assez
j'étais sereine. Ah Voilà. oui, d'accord. Limite, j'avais envie Donc, d'y retourner. Il y a mais eu bon, un bienfait sur toi, quand ouais, même. ouais, Tu ouais. l'as ressenti. Ah, mais carrément. Et notamment quand on habite en ville. Moi, je sais que maintenant, j'ai la chance d'habiter au bord de mer, donc Tu as l'oxygène je m'oxygène iodé. en permanence. Mais en ville, c'est quand même... C'est compliqué, top. ouais. Donc il faut aller faire. C'est recommandé finalement d'aller faire Voilà. un petit tour et faire de l'oxygénothérapie. Voilà, pour, Merci beaucoup, Annabelle. améliorer vos cellules. Quels sont les projets à venir? Alors, pas de projet sur la psychiatrie proprement dit, mais toujours des documentaires société. Un documentaire sur l'exclusion parentale, sur le fait. Donc l'exclusion parentale, c'est lorsqu'un parent part avec son enfant à 600 km et que l'un des enfants ne voit plus son parent. Puis j'ai aussi un autre projet de documentaire là, sur les hommes battus. C'est un autre tabou, mais c'est un tabou encore bien tenace. Avec Alex? Pas avec Alex. Pas cette fois-ci? Pas cette fois-ci, mais je suis sûr qu'avec Alex, on pourra faire quelque chose sur la maladie mentale parce que ça lie à jamais en fait. Mais il faut pouvoir aller voir ailleurs pour pouvoir apporter de nouvelles choses dans un binôme. Oui, je l'ai eu au téléphone avant cette émission. Voilà, il m'a dit qu'il avait un imprévu. Je lui ai collé une punition. C'est de retourner à la Chênaie pour aller voir comment ça se passe. Voilà, des nouvelles de Guillaume et de Sonia. Donc on suivra ça de près. Merci infiniment, Cyril, d'être venu. Merci à vous de m'avoir invité. Merci Annabelle, merci Stéphane. Et merci à vous. On se revoit bientôt pour un autre talk show. Ah oui, j'ai pas dit au revoir à Eric. Merci à Eric. Allez, à bientôt.